Pendant 7 mois, toutes les nuits, à 2h47 du matin, mon mari restait debout à côté de mon lit, dans le noir, simplement à m'observer dormir, jusqu'au jour où j'ai fait semblant de dormir et j'ai entendu ce qu'il murmurait. Et ma fille, ce que j'ai découvert a détruit ma vie pour toujours. Je m'appelle Geneviève, Geneviève Dubois. Aujourd'hui, j'ai 91 ans. Je les ai eus le 3 mars de cette année. Je suis née en 1934, là-bas à Beaune, en Bourgogne. J'ai vécu beaucoup de choses dans cette vie. J'ai traversé des situations que, aujourd'hui, quand je les raconte, les gens ne me croient pas. Mais tout ce que je vais vous raconter ici est la pure vérité. Vous pouvez demander à mes filles, à mes petits-enfants, à n'importe qui me connaît. Je ne mens pas. Je n'ai jamais menti de ma vie. Avant de continuer mon histoire, je voudrais vous demander quelque chose à vous qui me regardez là. Si vous pouvez laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne, je serai très heureuse. Je sais que vous, les jeunes d'aujourd'hui, aimez ces choses d'Internet et on m'a dit que cela aide d'autres personnes à connaître mon histoire. Et je veux que mon histoire soit connue. Je veux que d'autres femmes sachent qu'elles ne sont pas seules. Alors, laissez ce petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-Mère et racontez-moi ici dans les commentaires d'où vous me regardez. Vous êtes de Paris, de Lyon, de Bourgogne comme moi, ou vous me regardez de loin, d'un autre pays? Racontez-le-moi, j'adore savoir. Mon petit-fils me montre toujours les commentaires et je suis tout émue de voir des gens de toute la France me regarder. Bon, maintenant je vais commencer mon histoire depuis le début, parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre tout ce qui s'est passé. Je me suis mariée avec Fernand Moreau le 15 octobre 1955. J'avais 21 ans, il en avait 26. C'était un mariage arrangé par nos familles, comme c'était la coutume à cette époque. Mon père connaissait son père, ils étaient compères, et ils ont pensé qu'on ferait un bon couple. Je connaissais à peine Fernand avant le mariage. On s'était vus 3, 4 fois, toujours avec les parents à proximité. Il était beau, grand, fort, travailleur. Mon père disait qu'il était un homme sérieux, de parole, qu'il prendrait bien soin de moi. Je me suis mariée en voile et couronne à l'église paroissiale de Beaune. C'était une grande fête, avec beaucoup de nourriture, de l'accordéon, tout le monde de la ville est venu. Je me souviens que je portais la robe qui avait été celle de ma grand-mère, tout en dentelle blanche, que ma mère avait gardée dans le coffre. Il faisait chaud ce jour-là, beaucoup de soleil, et j'étais nerveuse comme une feuille qui tremble. Je ne connaissais pas vraiment cet homme avec qui j'allais passer le reste de ma vie. Juste après le mariage, nous sommes allés vivre dans une petite ferme que son père nous avait donnée en cadeau. C'était environ 8 hectares de terre là-bas, près de Saint-Martin-de-la-Plaine, dans la campagne bourguignonne, loin de tout. La maison était simple, en torchis, 3 pièces seulement. Il y avait un salon qui servait aussi de cuisine, une chambre et un petit cellier au fond. Les toilettes étaient à l'extérieur, cette petite cabane en bois. Il n'y avait pas l'électricité, on utilisait des lampes à pétrole. L'eau venait d'un puits qu'il y avait dans la cour. Fernand travaillait au champ, plantait du blé, des pommes de terre, des légumes, élevait des poules, des cochons. Je m'occupais de la maison, lavais le linge au lavoir, cuisinais sur le poêle à bois, cousais nos vêtements. C'était une vie dure, mais c'était la vie qu'on connaissait. Tout le monde vivait comme ça à cette époque. Ma première fille est née en 1957, le 23 avril. Je lui ai donné le nom de Delphine, parce que j'aimais ce nom, je le trouvais beau. L'accouchement a eu lieu à la maison, avec la sage-femme Madame Sébastienne, qui était la sage-femme de la région. C'était un accouchement difficile, long. J'ai beaucoup souffert. Mais quand j'ai vu ma fille, ma première petite fille, j'ai tout oublié. Elle était si petite, si parfaite. En 1959, Céleste est née le 8 août, un autre accouchement difficile, mais cette fois, je savais déjà à quoi m'attendre. Céleste était différente de Delphine. Delphine était calme, tranquille. Céleste est née en pleurant, en faisant du bruit, demandant de l'attention. 2 belles petites filles. Et en 1962, Violette est arrivée, ma petite dernière. Elle est née le 1er décembre. Un accouchement plus tranquille que les autres, grâce à Dieu. Violette était petite, menue, mais vive, intelligente. 3 filles, 3 petites filles.
Fernand voulait un garçon, voulait un fils pour l'aider au champ, mais Dieu m'a donné 3 filles, et j'ai remercié pour chacune. Fernand a toujours été un homme très silencieux. Il n'était pas bavard, il n'était pas affectueux. Il ne m'a jamais frappé, jamais levé la main sur moi. Ça, je dois le dire. Mais il n'a jamais non plus été tendre. Il ne m'a jamais serré dans ses bras juste pour me serrer, jamais dit qu'il m'aimait, jamais offert de cadeaux. C'était comme si nous étions 2 étrangers vivant dans la même maison. Il travaillait, je travaillais, on élevait les filles, mais il n'y avait pas cette chose de couple amoureux qu'on voit dans les films. Il n'y avait pas. Parfois, je me demandais si c'était vraiment comme ça que ça devait être, si tous les mariages étaient comme ça. Je parlais avec les autres femmes à la messe, aux fêtes, et il semblait que oui, que c'était normal. Le mari travaillait, la femme s'occupait de la maison, et c'est tout. L'amour était une chose de jeune fille célibataire. Après le mariage, c'était l'obligation, c'était le devoir. Les filles grandissaient, le temps passait, et la vie suivait dans cette routine. Se lever tôt, faire le café, s'occuper de la maison, des filles, du linge, de la nourriture. Fernand partait au champ avant le lever du soleil, rentrait quand il faisait déjà nuit, dînait en silence, se couchait, dormait, et tout recommençait le lendemain. Je ne vais pas vous mentir. Je n'étais pas heureuse, mais je n'étais pas non plus complètement malheureuse. C'était la vie que j'avais et je l'acceptais. J'avais mes filles, j'avais de la nourriture sur la table, j'avais un toit. Beaucoup de gens avaient moins que ça. C'était comme ça pendant 13 ans. 13 ans de mariage tranquille, sans grande joie, mais aussi sans grands problèmes. Jusqu'à ce que janvier 1968 arrive. Janvier 1968. Je n'oublierai jamais. Il avait beaucoup plu fin décembre. Les champs étaient bons. Le blé avait bien poussé. Fernand était même plus tranquille, moins renfrogné. Les filles étaient en vacances scolaires. Delphine avait 11 ans et m'aidait déjà beaucoup à la maison. Céleste en avait 9. Elle était dans cette phase turbulente, grimpant aux arbres, salissant tous ses vêtements. Et Violette, avec ses 6 petites années, encore toute petite, mais déjà éveillée. C'était un mardi, le 16 janvier 1968. Je m'en souviens très bien parce que le lendemain c'était la Saint-Antoine et j'allumais toujours une bougie pour le saint. Donc c'était bien le 16. Ça avait été une journée normale. Je me suis levée tôt, j'ai fait le café, Fernand est parti au champ, je suis restée à m'occuper des filles, j'ai fait le déjeuner, lavé le linge. L'après-midi, j'ai cousu une robe déchirée de Céleste. J'ai fait le dîner, un ragoût avec un peu de lardon qui restait. Nous avons dîné. Les filles sont allées dormir tôt, parce qu'elles étaient fatiguées d'avoir tant joué au soleil. Fernand et moi sommes restés un peu dans le salon, lui fumant sa cigarette roulée, moi reprisant une chaussette. Ensuite, nous sommes allés nous coucher. Il devait être environ 9 heures du soir quand on s'est couché. Je dormais toujours du côté gauche du lit, près du mur. Fernand dormait du côté droit, près de la porte. C'était comme ça depuis qu'on s'était mariés. Le lit était en bois, vieux, il grinçait chaque fois qu'on bougeait. Le matelas était en paille de maïs, dur, inconfortable, mais c'était ce qu'on avait. Je me suis endormie, j'ai dormi normalement, j'étais fatiguée, ça avait été une journée remplie. Et là, au milieu de la nuit, je me suis réveillée. Je me suis réveillée soudainement, de cette façon qu'on se réveille quand on sent que quelque chose ne va pas. Vous savez quand vous êtes sûr que quelqu'un vous regarde? C'était cette sensation. J'ai ouvert les yeux lentement, encore à moitié engourdi de sommeil. La maison était sombre, vraiment sombre. Il n'y avait pas de lune cette nuit-là, tout était noir. Mais ma fille, j'ai vu sa silhouette, la silhouette de Fernand debout à côté du lit, immobile, juste immobile là. Mon cœur s'est emballé. J'ai eu une telle frayeur que, pendant 1 seconde, je n'ai même pas pu respirer. J'ai pensé que c'était un cambrioleur, j'ai pensé que c'était quelque chose. Mais alors mes yeux se sont habitués à l'obscurité et j'ai vu que c'était lui, Fernand, debout de mon côté du lit, me regardant. J'ai eu tellement peur que je n'ai rien pu dire. Je suis juste restée à le regarder et lui a continué là, immobile, juste à me regarder. Il n'a rien dit, ne s'est pas bougé, il est juste resté là. Après un moment, je ne sais combien de temps, quelques minutes peut-être,
Il est retourné de son côté du lit et s'est recouché sans rien dire, comme si rien ne s'était passé. Je suis restée éveillée le reste de la nuit, le cœur battant fort, les mains moites de sueur froide. Je suis restée à penser à ce qui s'était passé, pourquoi il avait fait ça, pourquoi il m'avait regardée comme ça. Le matin, quand nous nous sommes réveillés, j'ai fait semblant que rien ne s'était passé. J'ai fait le café, tout normalement, mais je l'observais, essayant de voir s'il était différent, s'il y avait quelque chose d'étrange, mais il était normal, comme toujours, silencieux, sérieux, mangeant son pain au beurre, buvant son café noir. J'ai pensé que c'était dans ma tête, que j'avais rêvé, ou qu'il s'était levé pour aller aux toilettes et s'était arrêté là sans le vouloir. Je ne sais pas. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Mais la nuit suivante, ça s'est reproduit. La même chose. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et là il était, debout à côté du lit, me regardant. Cette fois, j'ai regardé l'horloge qu'on avait au mur. Une vieille horloge à aiguille que son père avait donnée. Elle marquait 2h47. 2h47. Il est resté là environ 10 minutes. Je suis restée à faire semblant de dormir, mais j'étais éveillée, le cœur battant fort, essayant de comprendre. Ensuite, il est retourné au lit. Le lendemain matin, pendant le café, j'ai demandé « Fernand, tu t'es levé cette nuit ?» Il m'a regardé avec un air de ne pas savoir de quoi je parlais. Me lever pourquoi? Pour aller aux toilettes, je ne sais pas. Non, j'ai dormi toute la nuit. Pourquoi? Rien. J'ai cru entendre du bruit. Et voilà, sujet clos. Il ne savait pas ou faisait semblant de ne pas savoir, je ne sais pas. Mais ma fille, ça s'est reproduit la 3e nuit et la 4e et la 5e. Tous les 5 jours, toujours à la même heure, 2h47 du matin. J'ai commencé à devenir désespérée. J'ai commencé à avoir peur de dormir. Je restais éveillée en attendant que cette heure arrive. Et quand elle arrivait, là il était, debout, me regardant, sans rien dire, sans rien faire, juste regardant. J'ai essayé de lui parler à nouveau. J'ai demandé s'il était malade, s'il dormait mal, s'il avait un problème. Il disait toujours que tout allait bien, que j'imaginais des choses, mais je n'imaginais pas. Toutes les nuits, 2h47, il était là. J'ai commencé à maigrir. Je n'arrivais pas à manger correctement, je n'arrivais pas à dormir. Je vivais fatiguée, nerveuse. Les filles l'ont remarqué. Delphine m'a demandé si j'étais malade. J'ai dit que c'était juste de la fatigue, mais elle n'y a pas cru. Je voyais dans ses yeux qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Février est passé, mars est passé, avril, mai, juin, juillet, août commençait. 7 mois de ça. Tous les 5 jours, 2h47 du matin, il se levait, venait de mon côté du lit, restait là à me regarder et ensuite retournait. J'ai commencé à penser que je devenais folle. Je le jure devant Dieu, je pensais que je perdais la tête. Parce que comment est-ce qu'un homme fait une chose pareille tous les jours, à la même heure, et agit comme si rien ne s'était passé le matin? Comment? Je passais toute la journée à penser à ça, pendant que je lavais le linge au lavoir, pendant que je cuisinais, pendant que je balayais la maison. Ma tête ne s'arrêtait pas. Je restais à penser, essayant de comprendre ce qu'il faisait, pourquoi il faisait ça. Au début, j'ai pensé qu'il était somnambule. Vous savez, ces personnes qui se lèvent en dormant et se promènent dans la maison? J'avais entendu parler de ça. Ma tante Joséphine racontait que son mari se levait la nuit en dormant et allait à la cuisine, ouvrait la porte du placard, restait là immobile. Alors j'ai pensé que ça pouvait être ça. Mais ma fille, les somnambules ne restent pas immobiles au même endroit tous les jours et pas exactement à la même heure. 2h47, tous les 5 jours, comme une horloge. Ça ne pouvait pas être du somnambulisme, alors j'ai pensé que ça pouvait être une maladie de la tête. J'avais entendu parler de gens qui avaient des problèmes à la tête et commençaient à faire des choses étranges. Monsieur Jacques, là, de l'épicerie, était devenu comme ça quelques années auparavant. Il avait commencé à parler tout seul, à voir des choses qui n'existaient pas. Ils avaient dû l'interner. Est-ce que c'était ça? Est-ce que Fernand était malade? J'ai pensé à parler à quelqu'un. Mais à qui? On habitait loin de tout. La maison la plus proche était celle de Madame Amélie, qui était à environ 2 kilomètres,
Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Pour aller en ville, il fallait prendre la charrette. Ça prenait plus d'1 heure. Et qu'est-ce que j'allais dire? Que mon mari me regardait dormir à l'aube? Il penserait que j'étais folle. Ma mère habitait à Beaune, loin. On ne se voyait pas beaucoup, seulement aux fêtes de fin d'année, parfois à Pâques. Je ne pouvais pas aller là-bas et revenir le même jour. Et même si j'y allais, qu'est-ce qu'elle dirait? Ma mère était de ces femmes d'autrefois, vous savez, de celles qui pensent que la femme doit tout supporter en silence. Mariée, il faut endurer. Elle disait toujours ça. Ça ne servirait à rien de lui raconter. J'ai essayé de parler avec les voisines. Un dimanche après la messe, je parlais avec Madame Amélie et Madame Thérèse devant l'église. On parlait de choses de maison, de nourriture, ces conversations de femmes. Alors j'ai risqué. « Vous avez déjà eu des problèmes de sommeil avec vos maris ?» Madame Amélie m'a regardée, curieuse. « Comment ça, Geneviève ?»« Ah, je ne sais pas, se lever la nuit, ces choses. » Madame Thérèse a ri. « Le mien ronfle à réveiller les morts, même les voisins. » Mais se lever, seulement pour aller aux toilettes. Et je n'ai pas pu aller plus loin. Je n'ai pas eu le courage de raconter. Elles auraient trouvé ça bizarre, elles en auraient à parler. Une petite ville, c'est comme ça. Tout le monde finit par tout savoir. À la maison, la situation devenait de pire en pire. Je maigrissais beaucoup. Mes vêtements étaient amples, mon visage était creusé, mes cernes étaient profondes, violettes. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais pas. Je ressemblais à un fantôme. Les filles étaient inquiètes. Delphine, la pauvre, avec ses 11 ans, avait déjà remarqué qu'il y avait quelque chose de très anormal. Elle me demandait tout le temps « Maman, vous êtes malade ?»« Non, ma fille, c'est juste de la fatigue. »« Mais je vois que vous ne mangez pas bien, vous ne dormez pas bien. »« Il y a quelque chose, maman. »« Il n'y a rien, Delphine. Reste tranquille. » Mais je voyais dans ses yeux qu'elle n'y croyait pas et je me sentais horrible de mentir à ma fille. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Que son père me regardait dormir toutes les nuits à l'aube? Une enfant de 11 ans n'allait pas comprendre. Céleste aussi était étrange. Elle avait toujours été la plus bavarde des trois, la plus joyeuse, celle qui donnait le plus de travail. Mais à cette époque, elle était silencieuse, ne jouait plus comme avant, restait dans son coin, silencieuse. Je pensais que c'était un truc d'enfant, une phase, mais ça m'inquiétait. Et Violette, toute petite, avec ses 6 ans, sentait aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les enfants sentent ces choses. Elle me serrait dans ses bras tout le temps, collée à moi, comme si elle avait peur que je parte. Fernand continuait pareil, travaillant au champ, rentrant le soir, mangeant en silence, dormant. Et toutes les nuits, à l'aube, 2h47, se levant et venant me regarder. J'ai commencé à avoir peur, vraiment peur, parce qu'on entend chaque histoire, vous savez. On entendait parler d'hommes qui tuaient leurs femmes en dormant, d'hommes qui devenaient fous et faisaient des atrocités. Et si c'était ça? Et si une de ces nuits il venait avec quelque chose dans la main, avec un couteau, avec un oreiller pour m'étouffer? J'ai commencé à dormir avec peur, ou plutôt, à ne pas dormir. Je restais éveillée toute la nuit en attendant, regardant l'horloge. 2h40, 2h45, 2h47. Et là il venait. Il y a eu une nuit où j'ai fait semblant de dormir profondément. J'ai respiré profondément, lentement, comme quelqu'un qui dort vraiment. Je voulais voir ce qu'il faisait. Il est resté là plus longtemps que d'habitude. Il est resté environ 15-20 minutes, et j'entendais sa respiration, lourde, haletante, comme s'il était nerveux, agité. À un moment, il s'est penché, s'est approché de mon visage. J'ai senti son haleine chaude, sentant le tabac. J'ai pensé qu'il allait m'embrasser ou me tuer. Je ne savais pas. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il allait l'entendre. Mais il n'a rien fait, il est juste resté là tout près, respirant. Ensuite il s'est relevé et est retourné au lit. Cette nuit-là, je n'ai plus dormi. Je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, tremblante, en sueur froide, pensant que j'allais avoir une attaque. Le lendemain, j'étais tellement fatiguée que j'ai failli m'évanouir pendant que je faisais le déjeuner. J'ai dû m'asseoir par terre dans la cuisine, étourdie,
voyant tout tourner. Delphine m'a trouvée comme ça et était désespérée. « Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, ma fille, juste un vertige. »« Je vais appeler papa. »« Non, ce n'est pas nécessaire. C'est déjà passé. » Elle m'a aidée à me lever, m'a amenée dans la chambre, m'a couchée, m'a apporté de l'eau sucrée et restait à tenir ma main, me regardant avec ses yeux inquiets. À ce moment-là, j'ai presque raconté. J'ai presque dit « Ma fille, ton père fait quelque chose de très étrange. » Mais je n'ai pas parlé. Elle était une enfant. Je ne pouvais pas mettre ça dans sa tête. Je tombais malade, vraiment malade. Je n'arrivais pas à manger. Mon estomac se retournait avec tout. J'ai maigri de 8 kilos en 2 mois. 8 kilos. Moi qui avais toujours été mince, je n'étais plus que peau et os, les vêtements tombant de mon corps. Madame Amélie m'a rencontrée à l'épicerie un jour et a eu un choc. « Geneviève, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes malade ?»« Non, Madame Amélie, juste de la fatigue. »« Fatigue mon œil. Vous êtes un squelette. Allez voir le médecin, ma petite. » Mais je n'y suis pas allée. Le médecin coûtait cher. C'était loin. Et qu'est-ce que le médecin allait faire? Il allait me donner des médicaments pour dormir? Ça n'allait pas résoudre le problème. Le problème, c'était Fernand, et je ne savais pas quoi faire avec lui. Il y a eu une nuit, c'était déjà juillet, où j'ai essayé de rester éveillée exprès. J'ai bu du café bien fort pendant la journée. Je ne me suis pas couchée tôt. Je suis restée dans le salon à coudre jusqu'à presque minuit. Quand je suis allée me coucher, j'ai forcé mes yeux ouverts, me pinçant le bras chaque fois que j'allais somnoler. J'ai réussi à rester éveillée jusqu'à 2h30. J'attendais. Je voulais voir quand il allait se lever. Je voulais le prendre sur le fait, éveillé, et demander « Qu'est-ce que tu fais, Fernand ?» Mais ma fille, ça n'a pas marché. J'ai somnolé. Je ne sais pas si c'était 2 minutes, 5 minutes, mais j'ai somnolé. Et quand je me suis réveillée, avec ce sursaut habituel, il était déjà là, debout à côté du lit, me regardant. J'étais tellement en colère contre moi-même que j'ai eu envie de pleurer. Comment avais-je pu somnoler? Comment? J'ai commencé à penser qu'il savait quand j'étais éveillée, qu'il attendait que je dorme pour se lever. Est-ce qu'il restait là couché, éveillé, attendant que je m'endorme? Est-ce que c'était ça? Ça m'a rendue encore plus terrifiée, parce que s'il attendait que je dorme, c'est parce qu'il ne voulait pas que je sache. C'est parce qu'il cachait quelque chose. J'ai commencé à l'observer pendant la journée, dans sa façon de me regarder, dans sa façon de parler avec les filles, cherchant un signe, quelque chose de différent. Mais il était toujours pareil, silencieux, sérieux, travaillant au champ. Il y a eu un dimanche où nous sommes allés à la messe. On y allait tous les dimanches, c'était une obligation. Je priais, demandant de l'aide à Dieu, demandant protection. Et le prêtre a parlé des démons qui tentent les gens, des mauvaises choses qui entrent dans la tête des hommes. Je suis sortie de cette messe en pensant que ça pouvait être ça, que ça pouvait être le démon tentant Fernand, le faisant faire ces choses. Ça semble bête, mais j'ai été élevée comme ça, à croire en ces choses. Et quand on est désespéré, on croit à tout. J'ai mis un chapelet sous l'oreiller, je priais tous les soirs avant de dormir. Je demandais protection, mais ça ne servait à rien. 2h47, il était là. Les filles étaient de plus en plus silencieuses. Céleste, alors, était très étrange. J'ai remarqué qu'elle avait maigri aussi. Son petit visage était plus fin, ses vêtements plus amples. J'ai demandé si elle mangeait bien à l'école. « Oui, maman. »« Tu es sûre? Tu es très maigre. »« Je mange, maman. Je n'ai juste pas très faim. » J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai pas insisté. J'avais tellement de choses dans la tête que je n'arrivais pas à m'inquiéter de tout. Jusqu'à ce qu'un jour, ça devait être fin juillet, début août, Céleste est rentrée de l'école et est allée directement dans la chambre. Elle ne voulait pas manger. Elle a dit qu'elle avait mal au ventre. Je suis allée voir. Elle était couchée, recroquevillée, la main sur le ventre. « Qu'est-ce que tu as mangé, Céleste ?»« Rien, maman. Je n'ai rien mangé de différent. »« Tu as de la fièvre ?» J'ai touché son front. Elle n'avait pas de fièvre. « Non, maman. »« Alors c'est juste un mal de ventre. Je vais te faire une tisane. » J'ai fait une tisane de menthe. Je la lui ai donnée. Elle l'a bu et est restée là tranquille. Je suis sortie de la chambre, mais je suis restée inquiète.
Plus tard, quand je suis allée lui apporter le dîner, je suis entrée dans la chambre et j'ai vu. J'ai vu qu'elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, gonflés. « Céleste, tu pleures, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, maman, c'est la douleur. » Mais je savais que ce n'était pas seulement la douleur. Il y avait quelque chose. Je suis restée à la regarder et, pour la première fois en moi, j'ai arrêté de penser à Fernand et j'ai vraiment fait attention à ma fille. Elle était différente, très différente. Ce n'était pas seulement l'amaigrissement, c'était sa façon d'être, sa façon de regarder, sa façon de parler. Il y avait de la peur dans ses yeux. Peur de quoi? J'ai essayé de parler, mais elle ne voulait pas parler. Elle a dit qu'elle avait sommeil, qu'elle voulait dormir. Je suis sortie de la chambre, mais je suis restée à penser à ce qui se passait avec Céleste. Cette nuit-là, je n'ai pas pu arrêter de penser à mes filles, aux trois. Delphine inquiète pour moi, Céleste étrange, maigre, avec peur, Violette collée à moi tout le temps. Qu'est-ce qui se passait avec ma famille? 2h47, il s'est levé. Comme toujours, il est venu de mon côté, comme toujours. Il est resté là, comme toujours. Mais cette fois, je n'ai pas eu peur de lui. J'ai eu de la colère, une colère si grande que j'ai eu envie de me lever et de crier « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu détruis cette famille ?» Mais je n'ai pas crié. Je suis restée silencieuse, faisant semblant de dormir, comme toujours. Quand il est retourné au lit, je suis restée à penser, à beaucoup penser. Il fallait que je découvre ce qui se passait. Il fallait que j'entende ce qu'il faisait pendant qu'il était là, immobile. Parce qu'il faisait quelque chose, il pensait à quelque chose. Et je devais savoir quoi. C'est là que j'ai eu l'idée. J'allais faire semblant de dormir, mais j'allais bien faire semblant cette fois. J'allais respirer profondément, lentement, comme quelqu'un qui dort vraiment. J'allais rester complètement immobile. J'allais le faire croire que j'étais en sommeil profond et j'allais rester silencieuse, très silencieuse, pour entendre s'il disait quelque chose, s'il faisait du bruit, n'importe quoi. J'ai marqué dans ma tête. Lundi 12 août 1968. Ça allait être ce jour-là. J'allais découvrir la vérité ce jour-là. J'ai passé le dimanche entier nerveuse. Je n'ai pas pu aller à la messe. J'ai dit que je ne me sentais pas bien. Je suis restée à la maison à penser, à planifier. Fernand est sorti avec les filles. Je suis restée seule. Je suis allée dans la chambre, j'ai regardé le lit, ce vieux lit grinçant où je dormais tous les jours, où je me réveillais tous les jours à 2h47, voyant cet homme me regarder. Demain, j'allais savoir la vérité. Je ne savais pas si je voulais savoir, mais il le fallait. Ce soir de dimanche, j'ai dîné très tôt, j'ai pris un bain, je me suis couchée tôt aussi, vers 8h. J'ai dit que j'avais mal à la tête. Fernand est resté dans le salon à fumer. Les filles sont allées dormir. Je suis restée couchée, les yeux ouverts, regardant le plafond, écoutant les bruits de la maison, le grincement du bois, le vent frappant la fenêtre, les grillons dehors. Fernand est venu se coucher vers 9h, s'est couché de son côté, comme toujours, et resté silencieux. J'ai continué les yeux ouverts, en attendant, mon cœur battant fort, les mains moites. Je ne pouvais pas me tromper de main, je ne pouvais pas somnoler, je devais être éveillée, je devais entendre. J'ai finalement réussi à dormir. Il devait être environ 11h du soir. Un sommeil léger, rempli de cauchemars. J'ai rêvé de choses étranges, de Fernand, des filles, de la maison en feu. Je me suis réveillée à l'aube, j'ai regardé l'horloge. 2h30. Il restait encore 15 minutes. 15 minutes pour découvrir la vérité. Il manquait 15 minutes. 15 minutes pour 2h47. 15 minutes pour que je découvre ce que cet homme me faisait, à ma paix, à ma santé mentale. J'étais couchée, complètement immobile, le corps tendu, dur comme une planche. J'ai essayé de me détendre. Je savais que je ne pouvais pas être tendue comme ça, sinon il allait remarquer. Il fallait que j'aie l'air de dormir vraiment. Sommeil profond. J'ai respiré profondément, lentement. J'ai laissé sortir l'air par la bouche, très lentement. J'ai laissé mes bras mous le long de mon corps. Je me suis tournée un peu sur le côté, dans la position où je dormais toujours. J'ai fermé les yeux, détendu mon visage, mes épaules, mes jambes. Je suis restée comme ça, respirant profondément,
lentement, essayant de ressembler à quelqu'un qui dort. Fernand était de son côté du lit. J'entendais sa respiration. Il semblait qu'il dormait, mais je n'en étais pas sûre. Est-ce qu'il dormait vraiment ou était-il éveillé en attendant comme moi? Les minutes passaient lentement, très lentement. Chaque seconde semblait une heure. Je voulais regarder l'horloge, mais je ne pouvais pas. Je devais continuer à faire semblant. Le silence de la maison était lourd. On n'entendait que le vent dehors et sa respiration. Et ma respiration que j'essayais de garder calme, profonde, de personne qui dort. Mon cœur battait fort, si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Boum 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 boum, battant dans ma poitrine comme un tambour. J'ai essayé de me calmer. J'ai pensé à des choses tranquilles, au jardin, aux poules picorant dans la cour, aux filles jouant, mais je n'arrivais pas à me calmer parce que je savais que l'heure arrivait. Soudain, j'ai entendu le grincement du lit. Il bougeait. Je suis resté immobile, les yeux fermés, respiration profonde. Je l'ai entendu se lever. Le matelas s'est enfoncé de son côté quand il s'est appuyé pour se lever. Le lit a grincé. Il était debout. J'ai attendu, attendant qu'il vienne de mon côté comme toujours. Et il est venu. J'ai entendu ses pas lentement, très lentement, sur le plancher de la maison. Des pas lents, prudents, comme quelqu'un qui ne veut pas faire de bruit. Il s'est arrêté de mon côté du lit. J'ai senti sa présence là, tout près, très près. J'ai continué à respirer profondément, lentement, faisant semblant d'un sommeil profond. Il est resté là, immobile, comme il le faisait toujours. Je sentais qu'il me regardait. Même les yeux fermés, je sentais le poids de son regard sur moi. Mon cœur s'est emballé. Boum, 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 boum. Battant trop vite. J'ai essayé de contrôler. Je ne pouvais pas montrer que j'étais éveillée. Il a continué là. Combien de temps? Je ne sais pas. 1 minute, 2, 3. Ça semblait une éternité. Puis il a bougé. J'ai entendu un bruit, comme s'il s'était penché, s'était mis à genoux. Mon Dieu. Il était à genoux à côté du lit. Je suis restée immobile, respirant, faisant semblant. Et alors, ma fille, il a commencé à parler. Sa voix était si basse, si faible, que j'arrivais à peine à entendre. Un murmure, presque un souffle. « S'il te plaît, Geneviève. » Mon nom. Il a dit « mon nom. » « S'il te plaît, Geneviève, pardonne-moi. » Quoi? Pardonner quoi? Il a continué à murmurer, la voix tremblante, brisée. « Pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai promis. Je n'aurais pas dû faire ça. » Mon corps entier s'est tendu, mais j'ai continué à faire semblant de dormir. Je devais en entendre plus, je devais comprendre. J'étais désespérée, Geneviève. J'avais peur. La dette était trop grande. Je n'avais pas de quoi payer. Quelle dette? Quelle dette? Il a pleuré. J'ai entendu ses pleurs doucement, étouffés, comme quelqu'un qui pleure mais ne veut pas qu'on entende. 3 000 francs. 3 000. Je ne les avais pas. Je ne les ai pas. Et il allait me tuer, Geneviève. Olivier allait me tuer. Olivier. Monsieur Olivier Fontaine. Le riche propriétaire terrien. Le veuf. Mon sang s'est glacé. Alors j'ai promis. Dieu me pardonne. J'ai promis notre petite fille, notre Céleste. Non, 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 non. Il avait promis ma fille, ma Céleste, la petite fille de 9 ans. Quand elle aura 15 ans, elle l'épousera. C'est ce que j'ai promis, pour payer la dette, pour sauver ma vie. Je voulais crier, je voulais me lever, je voulais prendre cet homme par le cou et serrer jusqu'à ce qu'il arrête de respirer. Mais je suis restée immobile, parce que je devais tout entendre, tout. Il a continué à pleurer, à sangloter. C'était le 16 janvier à l'aube. J'avais tout perdu en jouant aux cartes chez Joseph du Commerce. Tout, Geneviève, tout l'argent qu'on avait mis de côté et je devais encore 3 000 à Olivier. Il avait joué notre argent. L'argent que j'économisais en cousant. L'argent qu'on gardait pour les moments difficiles. Il avait tout joué. Je suis rentrée à la maison cette nuit-là en voulant mourir. Je voulais me pendre. Je voulais disparaître. Mais alors, il est venu ici, chez nous, Olivier, le lendemain, et il a fait la proposition. Quelle proposition? Quelle proposition maudite! Il a dit qu'il oubliait toute la dette.
Si je promettais la main de Céleste pour lui, quand elle aurait 15 ans, il en a 52, Geneviève. 52, et notre petite fille en a 9. Je tremblais de l'intérieur, tremblant de colère, d'horreur, de dégoût. J'ai dit oui, Dieu me pardonne. J'ai dit oui, parce que j'avais peur. Peur qu'il me tue, peur de tout perdre. Je suis un lâche, Geneviève. Je suis un lâche. C'était pour ça qu'il venait toutes les nuits à l'aube. 2h47, l'heure à laquelle il avait fait la promesse. L'heure à laquelle il avait vendu notre fille. Depuis ce jour, je ne dors plus bien. Tous les jours, je me réveille à 7 heures et je viens ici. Je viens demander ton pardon, parce que je sais que quand tu découvriras, tu ne me pardonneras jamais. Jamais. Il avait raison. Je ne pardonnerai jamais. Mais je n'ai pas le courage de raconter. Je n'ai pas le courage de voir ton visage quand tu sauras. De voir le visage de Céleste quand elle saura que son père l'a promise à un vieillard. Ma Céleste. Ma petite fille qui était étrange, maigre, avec peur. Est-ce qu'elle savait? Est-ce que quelqu'un lui avait dit? Il a continué à pleurer, la voix de plus en plus basse, de plus en plus brisée. Il manque 6 ans. 6 ans jusqu'à ce qu'elle ait 15 ans. Et là, je vais devoir la livrer. Je vais devoir amener ma fille à Olivier, comme si elle était du bétail, comme si elle était une chose. Non, ça n'allait pas arriver. Je n'allais pas laisser faire. Pardonne-moi, Geneviève. Pardonne-moi d'être si lâche, si faible, si mauvais. Il est resté là encore un moment, pleurant doucement, murmurant des mots que je ne comprenais pas bien, demandant pardon, demandant à Dieu, me demandant à moi. Puis, il s'est levé. Je l'ai entendu se lever. J'ai entendu ses pas retournant de son côté du lit. J'ai entendu le lit grincer quand il s'est couché. Je suis restée là immobile, les yeux encore fermés, la respiration encore faisant semblant de dormir. Mais à l'intérieur, j'étais détruite, brisée, comme si quelqu'un avait arraché mon cœur de ma poitrine et l'avait piétiné. Ma fille, ma Céleste, promise à un vieillard pour payer une dette de jeu. J'ai attendu. J'ai attendu jusqu'à être sûre qu'il s'était endormi. Sa respiration est devenue lourde, profonde. Il dormait. Alors j'ai ouvert les yeux. La maison était sombre, tout noir, mais mes yeux s'étaient déjà habitués à l'obscurité. J'ai regardé le plafond, le vieux plafond en bois de notre maison. Tout avait du sens maintenant. Céleste était étrange parce qu'elle savait. Quelqu'un avait raconté ou elle avait entendu. Les enfants entendent tout. Elle savait que son père l'avait promise en mariage. Ma petite fille de 9 ans, sachant que dans 6 ans, elle allait devoir épouser un homme de 58 ans, un vieillard qui pourrait être son grand-père. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais vue silencieuse, maigre, avec peur, et moi qui pensais que c'était une phase, que c'était un truc d'enfant. Comme j'avais été aveugle, comme je n'avais pas remarqué, parce que j'étais préoccupée par Fernand, par lui qui me regardait à l'aube. J'étais tellement concentrée sur ma peur que je n'ai pas vu la peur de ma fille. Je suis restée couchée le reste de la nuit, sans dormir, juste à penser, à planifier. Je n'allais pas laisser ça arriver. Jamais. Peu importait ce que Fernand avait promis. Peu importait qu'Olivier pense avoir des droits sur ma fille. Je n'allais pas permettre. J'ai vu le jour se lever par la fente de la fenêtre, la clarté entrant lentement, le coq chantant dehors, les poules commençant à caqueter. Je me suis levée du lit avec précaution, sans faire de bruit. Fernand dormait encore ou faisait semblant de dormir, peu importait. Je suis allée à la cuisine, j'ai allumé le poêle à bois, j'ai mis de l'eau à bouillir pour le café. Je suis restée là à regarder le feu, les flammes dansant. Ma tête ne s'arrêtait pas, pensant, pensant. Il fallait sortir les filles de là. Il fallait partir. Mais où? Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. Comment allais-je faire vivre 3 filles toutes seules? J'ai pensé retourner chez ma mère à Beaune. Mais ma mère était vieille, malade, elle ne pouvait pas s'occuper de moi et de 3 petites filles. J'ai pensé à ma sœur, Nicole. Elle habitait à Dijon, avait un peu plus de moyens. Est-ce qu'elle allait m'accueillir? J'ai fait le café, préparé la table, pain, beurre, confiture d'abricots que j'avais faite. Les filles se sont réveillées, sont venues à la cuisine, Delphine se frottant les yeux, Violette bâillant. Céleste.
J'ai regardé Céleste, son petit visage, ses yeux, et elle m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu. J'ai vu qu'elle savait que je savais. Comment elle l'avait su? Je ne sais pas, mais elle savait. Je l'ai serrée dans mes bras. J'ai serré ma petite fille. Fort. Tout va bien, maman? Oui, ma fille. Tout va bien. Mais non. Rien n'allait bien. Fernand est apparu, est entré dans la cuisine, s'est assis à table, a pris le pain, y a mis du beurre, comme si c'était un jour normal. Je l'ai regardé, j'ai bien regardé dans ses yeux, et il a détourné le regard. Il n'a pas pu me faire face. Il savait que je savais. D'une manière ou d'une autre, il savait. J'ai laissé les filles prendre leur café. J'ai parlé avec elles de choses normales, de l'école, des poules, de ce qu'elles allaient jouer ce jour-là. Puis j'ai regardé Delphine. « Delphine, toi et les filles, allez passer la journée chez tante Nicole. » Delphine m'a regardée, surprise. « Aujourd'hui, maman ?»« Aujourd'hui. Je vais vous y amener ce matin. Vous allez rester quelques jours là-bas. »« Mais maman, pourquoi ?»« Parce que j'ai besoin de régler des choses ici, des choses d'adultes. Vous allez vous amuser là-bas avec vos cousins. » J'ai regardé Fernand. Il était pâle, blanc comme un linge. Il savait ce qui allait arriver. J'ai préparé un ballot avec les vêtements des filles, quelques tenues de rechange, brosse à dents, peigne. J'ai tout mis dans un sac. J'ai pris les 3 par la main. « Allons-y. »« Mais maman, comment on va y aller? C'est loin. On va en charrette. Je vais demander à monsieur Antoine de nous y amener. » Je suis allée chez monsieur Antoine. C'était notre voisin le plus proche. Il avait une charrette. Je lui ai demandé de nous amener à Dijon, moi et les filles. Il m'a regardé un peu méfiant. C'était loin. Ça allait prendre toute la journée pour aller et revenir, mais j'ai insisté. J'ai dit que c'était urgent, que j'allais payer. Il a accepté. J'ai installé les filles dans la charrette, Delphine, Céleste, Violette, les 3 assises me regardant. « Soyez sages chez tante, d'accord? Obéissez-lui, soyez polis. » Oui, maman. J'ai serré chacune dans mes bras, fort. J'ai senti l'odeur de leurs cheveux. J'ai gardé ce moment parce que je ne savais pas quand j'allais les revoir. La charrette est partie. Je l'ai vue s'éloigner, les filles me faisant signe. J'ai fait signe en retour jusqu'à ce qu'elles disparaissent au tournant de la route. Je suis retournée à la maison, je suis entrée, j'ai fermé la porte. Fernand était assis dans le salon, regardant le sol. Je l'ai regardé et il m'a regardé. Et à ce moment, sans que je dise rien, il a su. Il a su que j'avais entendu, que je savais tout. Et il a su que plus rien ne serait jamais comme avant. Nous sommes restés là, moi debout, lui assis, le silence lourd entre nous comme une pierre. Je n'ai rien dit, je n'avais pas besoin. Il savait, je l'ai vu commencer à trembler. Ses mains tremblaient, ses épaules tremblaient. Et alors il a commencé à pleurer. Pleurer vraiment, fort, sans se cacher. « Geneviève, je... » Ne m'appelle pas comme ça. Ma voix est sortie dure, froide. Je n'avais jamais parlé comme ça à lui, à personne. Il a baissé la tête, a continué à pleurer. « Tu as entendu? Tu as entendu ce que j'ai dit cette nuit à l'aube ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. J'ai entendu chaque mot que tu as murmuré pendant que tu pensais que je dormais. Pendant 7 mois, tu es venu à mon côté toutes les nuits à l'aube en demandant pardon, mais tu n'as jamais eu le courage de me raconter éveillé. Je ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas quoi, Fernand? Tu ne pouvais pas raconter que tu as vendu notre fille, que tu as promis Céleste, une enfant de 9 ans, à un homme de 52? Il a sangloté, un son laid, désespéré. J'étais désespérée, Geneviève. La dette. Je sais pour la dette. Tu as joué notre argent. L'argent que j'ai économisé en cousant, en lavant le linge, en ayant faim. Tu as tout pris et tu l'as joué aux cartes. Je suis allée à la cuisine. J'ai pris le couteau que j'utilisais pour couper la viande. Je suis revenue au salon. Quand il a vu le couteau dans ma main, il est devenu blanc. Il a levé les mains. « Geneviève, pour l'amour de Dieu, je ne vais pas te tuer, Fernand, même si tu le mérites. Mais je veux que tu restes bien tranquille là assis et que tu racontes tout, du début à la fin. Et si tu mens un seul mot, un seul, je jure devant Dieu que je t'achève. » Je me suis assise sur la chaise, en face de lui. J'ai posé le couteau sur la table, mais j'ai gardé ma main dessus.
Raconte. Il a respiré profondément, essuyé les larmes avec le dos de la main. C'était en janvier, le 15, un mardi soir. Joseph du commerce organisait un jeu chez lui. Aux cartes. J'y suis allé. J'y étais déjà allé d'autres fois. Tu savais? Tu savais que je jouais? Des petits paris. Je gagnais parfois, je perdais parfois. Je savais, oui. Je savais qu'il jouait de temps en temps, mais je pensais que c'était peu de choses, quelques sous. Ce soir-là, il y avait des gens de l'extérieur, des gens d'autres villes, des propriétaires terriens. Le jeu était élevé, les mises étaient grandes, et moi? Il s'est arrêté, a respiré profondément à nouveau. J'ai pensé que j'allais gagner. J'ai pensé que j'allais doubler notre argent, tripler. J'allais acheter plus de terre, plus de bétail. J'allais améliorer notre vie. Tu as pris tout notre argent? J'ai pris les 300 francs qu'on avait mis de côté. Tout. 300 francs. 2 ans d'économie. 2 ans que j'ai passé à coudre à l'aube, après que les filles se soient endormies, après qu'ils se soient endormis, cousant jusqu'à ce que mes doigts saignent. Et il a tout pris en une nuit. Et il a tout perdu. J'ai perdu. J'ai tout perdu dans les premières rondes. Et là, je suis devenue désespérée. J'ai emprunté. Olivier était là. Il m'a prêté 1000 francs. Tu as pris 1000 francs en emprunt? J'ai pris. J'ai pensé que j'allais récupérer ce que j'avais perdu. J'allais tout regagner. Mais tu n'as pas gagné. Je n'ai pas gagné. J'ai perdu les 1000 aussi. Alors j'en ai demandé plus. 1000 de plus. Il me les a prêtés et j'ai perdu. J'en ai demandé 1000 de plus. J'ai perdu. À la fin de la nuit, je devais 3000 francs à Olivier. 3000 francs. Une fortune. De l'argent qu'on n'aurait jamais. Il m'a donné un délai d'1 semaine. 1 semaine pour réunir 3000 francs. Sinon il allait prendre nos terres, notre maison, tout. Tu aurais dû me raconter. J'allais raconter, je le jure. Mais le lendemain, le samedi, il est venu ici tôt le matin. Tu étais allé laver le linge à la rivière avec les filles. Il est venu à cheval. Olivier est venu ici? Il est venu. Il est entré ici, s'est assis sur cette même chaise où tu es. Il a allumé un cigare et a dit qu'il avait une proposition pour moi. Quelle proposition maudite? Il a dit qu'il était veuf depuis 3 ans, qu'il cherchait une jeune fille pour se marier, une jeune fille qui pourrait lui donner des enfants, s'occuper de sa maison, et qu'il avait remarqué Céleste. Il l'avait remarqué à la messe, au fait. Mon estomac s'est retourné. Ce vieil homme avait remarqué ma fille, une enfant. Et alors? Alors il a fait la proposition. Il a dit que si je promettais la main de Céleste pour lui, quand elle aurait 15 ans, il oubliait toute la dette, les 3000 francs, tout pardonné. Et tu as accepté? Ce n'était pas comme ça, Geneviève. J'ai dit non. J'ai dit qu'elle était une enfant, que c'était ma fille. Mais à la fin, tu as accepté. Il m'a menacé. Il a dit que si je n'acceptais pas, ce n'était pas seulement la dette. Il a dit qu'il allait s'occuper de moi, que j'allais disparaître, que toi et les filles alliez rester sans rien, sans terre, sans maison, sans mari. Alors tu as préféré vendre notre fille. Je n'ai pas vendu. J'ai seulement promis. C'est la même chose. Tu as promis sa main comme si elle était un objet, comme si elle était du bétail, comme si tu avais le droit de décider de sa vie. J'ai crié fort, toute la colère qui était gardée sortant d'un coup. Il a baissé la tête, a continué à pleurer. Je sais que j'ai mal agi. C'est pour ça que je ne dors pas. C'est pour ça que tous les jours, à 2h47 du matin, je me réveille, parce que c'était à cette heure-là. 2h47 du matin, de vendredi à samedi, c'était quand j'ai dit oui, quand j'ai promis Céleste à lui. Comment c'était? Raconte-moi exactement comment c'était. Il m'a donné du papier et un stylo, m'a fait écrire. Moi, Fernand Moreau, promets la main de ma fille Céleste Moreau en mariage à Olivier Fontaine quand elle aura 15 ans, le 8 août 1974. 1. Dans 6 ans. Et tu as signé? J'ai signé et il a signé comme témoin. Il a gardé le papier, a dit qu'il allait le garder jusqu'au jour que quand 1974 arriverait, il viendrait la chercher. Je me suis levée de la chaise, j'ai commencé à marcher dans le salon de long en large, essayant de penser, essayant de contrôler la colère. Céleste sait? Il m'a regardé avec les yeux écarquillés. Elle sait comment? Elle sait, Fernand.
Je l'ai vue dans ses yeux. Elle est maigre, effrayée, silencieuse. Quelqu'un lui a raconté. Non, je n'ai raconté à personne. Seulement moi et Olivier savons. Alors il a raconté. Ou quelqu'un qui était chez Joseph ce soir-là a raconté. Petite ville, tout le monde finit par tout savoir. Quelqu'un a entendu, quelqu'un a parlé et c'est arrivé à ses oreilles. Mon Dieu, ma petite fille. Sa voix s'est brisée à nouveau. J'ai arrêté de marcher. Je l'ai regardée. Tu vas prendre du papier et un stylo maintenant et tu vas écrire une déclaration disant que tu annules cette promesse qui a été faite sous menace, sous coercition et qui n'a aucune validité. Mais il a le papier, Geneviève. Il a ma signature. Peu importe. Tu vas écrire maintenant que tu annules. Et je vais apporter ça à Olivier et je vais lui dire en face que ma fille n'est pas une marchandise. Mais il ne va pas accepter. Il va venir ici. Il va... Je m'en fiche de ce qu'il va faire. Ma fille ne va pas épouser ce vieillard. J'ai pris du papier et un stylo, je les ai jetés devant lui. Écris maintenant. Il a pris le stylo avec la main tremblante, a commencé à écrire. J'ai dicté « Moi, Fernand Moreau, viens par la présente annuler la promesse faite à monsieur Olivier Fontaine concernant le mariage de ma fille Céleste Moreau. Cette promesse a été faite sous coercition et menace et par conséquent n'a aucune validité. Je reconnais que j'ai commis une grave erreur et que ma fille a le droit de choisir son propre avenir. » Il a écrit, l'écriture toute tordue, tremblante. Il a signé à la fin. J'ai pris le papier, je l'ai plié, je l'ai gardé. Maintenant tu vas rester ici. Tu ne sors pas de cette maison. Tu ne vas pas au champ. Tu ne vas nulle part. Tu restes ici à m'attendre. Tu vas où ? Je vais régler ça de la façon dont ça doit être réglé. J'ai pris mon châle, je l'ai mis sur mes épaules, j'ai pris le papier. Geneviève, n'y va pas, il est dangereux. Moi aussi. Je suis sortie de la maison, j'ai fermé la porte, j'ai commencé à marcher. La ferme d'Olivier était à environ 8 km de là. 8 km de chemin de terre. Ça allait prendre plus de 2 heures à pied, mais j'allais y aller. À pied s'il le fallait. J'ai marché environ 15 minutes quand j'ai entendu du bruit de cheval derrière moi. Je me suis retournée. C'était Monsieur Jacques allant en ville. « Madame Geneviève, où allez-vous à pied avec ce soleil chaud ?»« Je vais à la ferme d'Olivier. » Il m'a regardé, surpris. « Mais c'est loin, madame. Montez là, je vous y amène. » Je suis montée sur la croupe de son cheval. Nous avons suivi le chemin. La ferme d'Olivier était grande, portail en bois haut, clôture blanche, grande maison à 2 étages. Il avait des employés, il avait tout. Monsieur Jacques m'a laissé au portail. « Vous êtes sûre, madame Geneviève ?»« J'en suis sûre. » Je suis descendue du cheval, j'ai remercié. Il est parti. J'ai ouvert le portail. Je suis entrée. J'ai marché sur le chemin de pierre jusqu'à la maison. J'ai monté les marches de la véranda. J'ai frappé à la porte. Un employé a répondu, un vieil homme aux cheveux blancs. « Je veux parler à monsieur Olivier. »« Madame a rendez-vous ?»« Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Dites-lui que c'est Geneviève, femme de Fernand. » Il m'a regardé de haut en bas. Il a dû trouver étrange qu'une femme simple, maigre, avec de vieux vêtements, apparaisse à la maison de son patron, mais il est allé appeler. J'ai attendu sur la véranda, le cœur battant fort, les mains moites. J'ai entendu des pas lourds. Olivier est apparu. C'était un homme grand, bedonnant, avec une grosse moustache, des cheveux grisonnants. Il portait des vêtements chers, une montre en or au poignet. Il m'a regardé avec un air surpris. « Madame Geneviève, quel honneur de vous recevoir ici. Entrez, s'il vous plaît. » Je n'entrerai pas. Je suis venu ici pour traiter d'une affaire rapide. Il a souri, un sourire faux, plein de dents. Je vois. J'imagine de quoi il s'agit. Votre mari vous a envoyé ici pour confirmer les arrangements que nous avons faits. Je suis venu défaire les arrangements que vous avez faits. Sans sourire a disparu. Comment ? J'ai sorti le papier de ma poche. Je le lui ai montré. Mon mari a écrit ceci, annulant la promesse. Ma fille n'est pas une marchandise. Elle ne va pas vous épouser. Il a pris le papier, l'a lu. Son visage est devenu rouge de colère. Ceci ne vaut rien. J'ai un document signé par lui, légal, avec témoin. Ce document a été fait sous coercition et menace.
Il n'a aucune validité. Si, il en a, et il sera respecté. En 1974, je viendrai chercher la petite. Vous ne viendrez pas, parce que si vous vous approchez de ma fille, je vous achève moi-même. Il a ri. Un rire fort, moqueur. Vous allez faire quoi? Vous n'êtes qu'une femme pauvre, sans rien. J'ai fait un pas en avant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis une mère, et une mère protège ses enfants, peu importe ce qu'elle doit faire. Il a arrêté de rire. Il a vu que je parlais sérieusement. Votre mari me doit 3000 francs qu'il a perdus en jouant. C'est son problème, pas celui de ma fille. L'accord était fait. Aucun accord. Ma fille ne fait partie d'aucun accord. Et si vous insistez là-dessus, je vais partout, à la police, chez le prêtre, chez le délégué, chez le procureur. Je vais faire le plus grand scandale que cette ville ait jamais vu. Je vais raconter à tout le monde que vous, un homme de 52 ans, voulez épouser une petite fille de 9 ans. Je vais répandre ça dans toute la ville, dans toute la région. Voyons voir si votre réputation le supporte. Son visage est devenu violet de colère. Vous n'avez aucune preuve de rien. J'ai la parole de mon mari. J'ai la promesse que vous lui avez fait écrire. Et j'ai ma fille, qui est effrayée depuis des mois parce que quelqu'un lui a raconté. Il a fait un pas dans ma direction, essayant de m'intimider. Je ne vais pas oublier cette dette. Votre mari va payer d'une façon ou d'une autre. Alors, réclamez-la à lui, pas à ma fille. Je me suis retournée, j'ai commencé à descendre les marches. Vous allez le regretter, Madame Geneviève. Non, c'est vous qui allez le regretter si vous vous approchez de ma famille. Je suis sortie de la ferme, j'ai fermé le portail derrière moi. Mes jambes tremblaient, mon corps entier tremblait. Mais je l'avais fait. J'avais affronté cet homme. J'avais dit non. J'ai commencé à marcher de retour vers la maison, les jambes faibles, le soleil chaud tapant sur la tête, mais j'ai continué. J'ai marché beaucoup, jusqu'à ce que je n'en puisse plus, et je me suis assise au bord de la route, sous un arbre. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce qui était gardé. 7 mois de peur, de désespoir, de ne pas comprendre. J'ai pleuré pour Céleste, pour son enfance volée, pour la peur qu'elle avait vécue. J'ai pleuré pour Fernand, pour l'homme lâche qu'il était, pour le mariage qui n'avait jamais été un mariage, pour la vie qu'on avait eue. J'ai pleuré pour moi, pour la femme fatiguée, maigre, effrayée que j'étais devenue. Je suis restée là longtemps, jusqu'à ce que les larmes sèchent, jusqu'à ce que je puisse respirer correctement à nouveau. Puis je me suis levée, j'ai essuyé mon visage et j'ai recommencé à marcher. Quand je suis arrivée à la maison, il faisait presque nuit. Il faisait sombre. Fernand était assis au même endroit où je l'avais laissé, regardant le mur. Quand il m'a vu entrer, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne va pas laisser passer ça, que tu vas payer la dette d'une façon ou d'une autre. Il va venir me chercher. Je ne sais pas, peu importe. Je suis allée dans la chambre, j'ai pris un vieux sac, j'ai commencé à mettre mes vêtements dedans, les vêtements des filles. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Je vais chercher les filles et je vais à Dijon. Je vais vivre avec ma sœur jusqu'à trouver un moyen de me débrouiller seule. Non, Geneviève, ne fais pas ça. Tu penses que je vais continuer ici à vivre avec toi, après ce que tu as fait? Je vais trouver un moyen de payer la dette, je le jure. Je ne veux rien savoir de la dette, je veux protéger mes filles. Et avec toi, près d'elles, elles ne sont pas protégées. J'ai fini de préparer le sac. J'ai pris l'argent que j'avais caché sous le matelas, environ 20 francs que j'avais mis de côté sans qu'ils sachent. C'était peu, mais c'était ce que j'avais. Tu ne peux pas partir, tu es ma femme. Je ne le suis plus. Je suis sortie de la chambre, j'ai pris le sac, je suis allée vers la porte, il m'a suivie. Geneviève, s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une chance. Je me suis retournée vers lui. Tu as eu 7 mois de chance, 7 mois pour me raconter la vérité, pour faire la bonne chose, et tu ne l'as pas fait. J'ai ouvert la porte. Je vais chercher mes filles et je ne reviendrai jamais. Et je suis sortie. Je suis sortie de la maison ce soir de lundi 12 août 1968, avec un sac de vêtements sur le dos et 20 francs dans la poche. C'était tout ce que j'avais au monde. Ça et mes 3 filles. J'ai marché sur le chemin sombre jusqu'à la maison de Monsieur Antoine à nouveau. J'ai frappé à la porte. Il a répondu en pyjama, se frottant les yeux. « Monsieur Antoine, j'ai besoin d'aller chercher mes filles à Dijon. Maintenant. » Il m'a regardé,
a vu le sac sur mon dos, a vu mon visage et n'a rien demandé. Je vais préparer la charrette. Nous avons voyagé toute la nuit. Le chemin sombre, seulement la lune éclairant. J'étais assise dans la charrette, tenant mon sac, regardant devant, sans regarder en arrière. Nous sommes arrivés à Dijon, quand le soleil se levait. Mardi 13 août. Ma sœur Nicole a été surprise quand elle m'a vue à sa porte à 7 heures. « Geneviève, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai besoin de rester ici quelques jours, moi et les filles. » Elle a regardé Monsieur Antoine, la charrette, le sac sur mon dos et a compris. « Entre, les filles dorment encore. » Je suis entrée. La maison de Nicole était petite, mais bien rangée. 2 chambres, salon, cuisine. Elle vivait avec son mari André et leurs 2 enfants, Jean et Marie, qui avaient à peu près l'âge de mes filles. Je me suis assise dans la cuisine. Nicole a fait du café, m'a donné du pain au beurre. « Raconte. » Et j'ai raconté. J'ai tout raconté depuis le début. 2h47 du matin, les 7 mois, la nuit où j'ai fait semblant de dormir, ce que Fernand avait fait, la promesse, Olivier, tout. Ma sœur est devenue blanche, puis rouge de colère. Ce salaud, ce fils de... J'ai fini de raconter, j'ai bu le café, j'ai respiré profondément. Je ne retourne pas, Nicole. Je ne retourne pas vers lui. Je vais rester ici jusqu'à trouver un moyen de me débrouiller seule avec les filles. Elle a tenu ma main. Tu restes le temps que tu as besoin. Les filles se sont réveillées, sont venues à la cuisine. Quand elles m'ont vue, Céleste a couru et m'a serrée dans ses bras. Elle m'a serrée si fort qu'elle a presque me renversée. Maman, juste ça, juste maman. Mais par la façon dont elle l'a dit, j'ai su. J'ai su qu'elle comprenait, qu'elle savait que j'étais allée là-bas pour la protéger. Delphine et Violette m'ont aussi serrée dans leurs bras, les 3 collés à moi. J'ai serré mes petites filles dans mes bras et j'ai pleuré. J'ai pleuré de soulagement, de fatigue, de peur, de tout. Nous sommes restés chez Nicole. Les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Je dormais dans le salon, sur un matelas par terre. Les filles dormaient avec les cousines dans la chambre. C'était serré, mais c'était sûr. J'ai commencé à chercher du travail. Je suis allée de maison en maison, offrant des services de couture, de blanchisseuse, de femme de ménage, n'importe quoi. J'avais besoin d'argent pour ne pas déranger ma sœur. J'ai réussi à obtenir quelques travaux. Je cousais pour une dame riche du centre, je lavais le linge pour une autre. Je faisais le ménage dans une grande maison 2 fois par semaine. J'économisais quelques sous, peu, mais c'était quelque chose. Les filles sont entrées à l'école publique de là. Delphine aidait à la maison, s'occupait des sœurs plus jeunes. Céleste allait mieux. Au fil des jours, elle est revenue à sourire, à jouer, à être une enfant à nouveau. Un jour, elle m'a demandé « Maman, on ne va pas retourner à la maison ?»« Non, ma fille, ce n'est plus notre maison. »« Et papa ? Ton père a fait des choses mauvaises, des choses qui nous ont blessés. Maman ne peut pas rester avec lui. » Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « J'ai entendu des femmes parler à l'épicerie, disant que Monsieur Olivier allait m'épouser quand je grandirais. »« C'est vrai ?» J'ai regardé dans les yeux de ma fille, dans ses yeux effrayés. C'était vrai. Mais ce ne l'est plus. Ta maman ne l'a pas permis. Personne ne va décider de ta vie, Céleste. Seulement toi. Quand tu grandiras, tu choisiras avec qui tu veux te marier ou si tu veux te marier. C'est toi qui décides. Elle m'a serrée dans ses bras. Merci, maman. Je suis restée 6 mois chez Nicole. 6 mois à travailler, à économiser. En février 1969, j'ai réussi à louer une petite maison, 2 pièces, vieille, mais elle était à nous. J'y ai amené les filles. Nous avons commencé une nouvelle vie, notre vie, sans homme, sans peur, sans avoir besoin de se réveiller à 2h47 du matin avec quelqu'un qui regarde. C'était difficile, très difficile. Il y a eu des jours où on a mangé seulement du pain avec du café. Il y a eu des jours où j'ai travaillé 15 heures d'affilée pour réussir à payer le loyer. Il y a eu des jours où j'ai pleuré cachée dans la salle de bain pour que mes filles ne voient pas. Mais nous avons survécu. Nous avons lutté. Nous avons vaincu. Fernand a essayé de me chercher quelquefois, envoyait des messages avec des connaissances, demandait que je revienne, disait qu'il avait changé. Je n'ai jamais répondu, jamais écouté. En 1970, la nouvelle est venue.
Olivier m'avait poursuivi en justice. Il disait que je l'avais diffamé, que j'avais répandu des mensonges sur lui dans la ville. Il voulait une indemnisation. Je suis allée chez un avocat pour les pauvres qui recevait gratuitement. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré le papier que Fernand avait écrit. Il a dit qu'il allait me défendre. Le procès a duré 2 ans. 2 ans d'audience, de témoignages, d'aller et venir au tribunal. Mais à la fin, j'ai gagné. Le juge a dit que la promesse n'avait aucune validité, qu'elle était immorale, qu'aucun père ne pouvait promettre une fille mineure en mariage. Quand le verdict est sorti, le 23 novembre 1972, j'ai pleuré. J'ai pleuré de bonheur. Céleste était avec moi. Elle avait 13 ans. Elle m'a serré dans ses bras et a dit « C'est fini, maman, c'est fini. » Et c'était vraiment fini. Olivier ne s'est plus jamais approché de nous, n'a plus jamais rien tenté. Les filles ont grandi. Delphine a terminé ses études, a trouvé un emploi dans un magasin, aidait avec les dépenses de la maison. Céleste a aussi étudié, est devenue institutrice. Violette a fait une formation d'infirmière. Toutes les 3 se sont mariées quand elles l'ont voulu, avec qui elles ont voulu, par amour. Céleste s'est mariée à 23 ans, en 1977, avec un bon jeune homme, travailleur, qu'il aimait vraiment. J'ai eu envie de pleurer à son mariage, de bonheur, de voir ma fille choisir son propre destin. Fernand. J'ai su qu'il a continué à la ferme seul, travaillant au champ. Il a essayé de se rapprocher des filles quand elles sont devenues adultes. Delphine a voulu donner une chance. Elle l'a visité quelques fois, mais Céleste n'a jamais voulu voir, n'a jamais pardonné. Et j'ai compris. Chacune gère sa douleur à sa façon. Il est mort en 1982, seul, dans la vieille maison où on avait vécu. Ils ont dit que c'était le foie, à force de boire. Boire pour oublier, j'imagine. Mais il y a des choses qu'aucune eau de vie ne fait oublier. Je suis allée à l'enterrement, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour être sûre que c'était vraiment fini. J'ai vu son cercueil être enterré. J'ai eu pitié, pitié de l'homme faible, lâche qu'il avait été. Mais je n'ai pas pardonné. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas. On avance juste. Aujourd'hui, j'ai 91 ans. 3 filles vivantes et fortes, 7 petits-enfants, 11 arrière-petits-enfants. Une grande famille, belle, pleine d'amour. Céleste a 65 ans. Elle est grand-mère. Elle est heureuse. Elle s'est mariée par amour, a eu des enfants, a une belle vie. Elle a guéri. Ce n'était pas facile. Il y a eu des années de cauchemars, des années de thérapie avec une bonne psychologue, des années de conversation, de larmes, de reconstruction. Mais elle a vaincu. Et vous savez ce qui me rend le plus fière ? C'est de voir que mes filles ont élevé mes petites filles en sachant qu'elles peuvent choisir, qu'elles peuvent dire non, qu'elles peuvent être maîtresses de leur propre vie. Encore aujourd'hui, ma fille, toutes les nuits à 2h47, je me réveille. C'est automatique, je ne peux pas l'éviter. Le corps a appris. 23 ans se sont passés depuis que j'ai quitté cette maison, mais mon corps n'a pas oublié. Je me réveille à 2h47, mais je ne me réveille plus avec peur. Je ne me réveille plus en le voyant debout à côté du lit. Je me réveille et je regarde le côté vide, l'espace vide dans le lit où plus personne n'a jamais dormi, parce que je ne me suis jamais remariée, je n'ai plus jamais voulu. Je remercie. Je remercie Dieu de m'avoir donné le courage, cette nuit du 12 août 1968, le courage de faire semblant de dormir et d'écouter, le courage de confronter, le courage de partir, le courage de recommencer. Parce que si je n'avais pas eu le courage, ma Céleste aurait été livrée à ce vieil homme à 15 ans, encore une enfant, et sa vie aurait été détruite. J'ai sauvé ma fille. J'ai sauvé mes 3 filles. Et je me suis sauvée aussi. Les gens me demandent si je regrette d'avoir épousé Fernand. Non, parce que de ce mariage sont venues mes 3 petites filles, et elles sont la chose la plus précieuse que j'ai dans la vie. Ils me demandent si je lui ai pardonné. Je ne sais pas. Je pense que pardonner est quelque chose de trop grand pour certaines situations. J'ai laissé derrière. J'ai avancé. C'est ce qui importe. Ils me demandent ce que je dirais à d'autres femmes qui traversent des situations semblables. Et je dis, réveille-toi, ne fais pas semblant de dormir dans la vie.
N'accepte pas l'inacceptable. Ne reste pas silencieuse quand tu devrais crier. Je sais qu'en 1968, c'était difficile. Une femme séparée était mal vue. Une femme seule avec des enfants était jugée. Mais même ainsi, ça en valait la peine. Ça valait chaque jour de faim, de travail dur, de lutte, parce que mes filles ont grandi libres. Et pour vous qui me regardez maintenant en 2025, qui vivez à une époque différente, avec plus de droits, avec plus de protection, utilisez-les. Ne laissez personne décider pour vous. Ne laissez personne vendre vos filles, vos sœurs, vos petites filles. Ne restez pas silencieuse. J'étais une femme simple, sans études, pauvre, mais j'ai eu du courage. Et si je l'ai eu, vous aussi vous l'avez. 2h47 du matin ne me hante plus. C'est mon rappel, mon alarme interne qui me rappelle tous les jours que j'ai été forte, que j'ai lutté, que j'ai vaincu. C'est l'heure à laquelle mon mari a promis ma fille à un autre homme, mais c'est aussi l'heure qui a commencé ma libération. Parce que c'est à cette heure que j'ai décidé d'écouter, décidé d'agir, décidé de changer. Aujourd'hui, quand je me réveille à 2h47, je prie. Je prie pour mes filles, pour mes petits-enfants, pour mes arrière-petits-enfants. Je prie pour toutes les petites filles du monde qui sont en danger, pour toutes les femmes qui sont dans des situations difficiles. Je prie pour qu'elles aient du courage, comme j'en ai eu. Et je remercie. Je remercie d'être ici, d'être vivante, d'avoir survécu, d'avoir vaincu. Mon histoire n'est pas seulement de douleur. C'est une histoire de force, de recommencement, de victoire. Et si vous qui me regardez traversez quelque chose de difficile, si vous avez un secret gardé, si vous avez peur de quelqu'un dans votre propre maison, parlez, cherchez de l'aide, partez, luttez, parce que la vie est trop précieuse pour être vécue avec peur, pour être vécue en faisant semblant de dormir. Réveillez-vous, levez-vous et luttez pour votre vie, pour les personnes que vous aimez. J'ai fait ça il y a 91 ans, quand j'avais 34 ans. Sans argent, sans études, sans soutien. Et j'ai réussi. Vous aussi, vous pouvez réussir. 2h47 du matin est mon rappel quotidien. J'ai survécu. J'ai vaincu. Et vous aussi, vous allez vaincre. N'ayez pas peur du noir. N'ayez pas peur du silence. Parce que c'est dans le noir et le silence qu'on entend les vérités. Et c'est en entendant les vérités qu'on peut changer. Ma vie n'a pas été facile, mais elle a été la mienne, celle de mes filles, la nôtre. Et ça, ma fille, ça n'a pas de prix. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé mon histoire jusqu'à la fin. J'espère qu'elle a touché votre cœur. J'espère qu'elle vous a donné de la force, du courage, de l'espoir. Si vous avez aimé mon histoire, s'il vous plaît, laissez votre petit pouce en l'air ici en bas. Abonnez-vous à la chaîne Histoire Grand-Mère pour entendre plus d'histoires de femmes fortes comme nous et partagez avec vos amis, vos sœurs, vos filles. Parce que l'histoire d'une femme forte doit être répandue, doit être racontée, doit être entendue. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez. Racontez-moi si mon histoire vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Je lis tous les commentaires, ou plutôt, mon petit-fils les lit pour moi, et je suis très heureuse de savoir que je ne suis pas seule, que d'autres femmes ont aussi lutté, ont aussi vaincu. Merci de tout cœur. Que Dieu bénisse chacune de vous, que vous ayez la force, le courage et la foi pour affronter ce que vous devez affronter. Et souvenez-vous, ne faites pas semblant de dormir. Réveillez-vous, voyez, agissez, parce que la vie est à nous. Et personne vraiment, n'a le droit de décider pour nous.